Dans le cadre du programme Les territoires dans la mondialisation entre intégration et rivalité, et dans le thème 1, mer et océan au cœur de la mondialisation, nous allons donc aborder maintenant un chapitre sur la France, en se demandant si l'on peut considérer que celle-ci est une puissance maritime. Pour introduire ce chapitre, évoquons la mise en place programmée par le gouvernement d'un nouveau porte-avions, un porte-avions de nouvelle génération, PANG pour 2038, qui viendrait ici compléter et supplanter le Charles de Gaulle, projet relancé par la ministre des Armées Florence Parly, qui, le 18 mai 2020, visite les chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire. Ce deuxième porte-avions français nous illustre que la France est bien l'une des principales puissances navales à travers le monde, mais qu'elle est cependant une puissance secondaire, puisque on peut considérer qu'elle n'est que la 7e puissance navale si l'on hiérarchise les puissances maritimes en fonction de leur tonnage. Alors qu'est-ce que la puissance ? La puissance est une capacité. La capacité de faire, la capacité de faire, la capacité d'empêcher de faire, mais aussi la capacité de refuser de faire. Aujourd'hui, les différentes puissances internationales s'expriment dans une économie mondialisée, une économie où les espaces maritimes représentent actuellement un enjeu majeur pour les puissances mondiales, puisque, en effet, c'est là en priorité que se déroulent les échanges de marchandises à l'échelle planétaire. Mer et océans sont ainsi l'objet d'enjeux économiques, mais aussi environnementaux, et à travers ces enjeux, c'est bien sûr un enjeu majeur pour le contrôle des territoires qui en fait un enjeu géopolitique, voire un enjeu géostratégique dans le sens où c'est un espace que les armées des différentes puissances internationales cherchent à contrôler, voire à s'approprier. Dans ce contexte, les espaces maritimes représentent incontestablement un atout pour la France. En effet, du fait de ses possessions ultramarines, la France possède des espaces nombreux et étendus à travers le monde dont elle est en capacité de tirer profit pour chercher à pérenniser son statut de puissance internationale. Pour autant, les concurrences auxquelles la France doit faire face sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus fortes. À cela s'ajoute un certain nombre de défis sur le plan économique, environnemental ou militaire que la France doit pouvoir surmonter si elle veut conserver son rang dans la hiérarchie des puissances mondiales. Nous nous demanderons donc dans le cadre de cette étude pourquoi les mers et les océans constituent-ils un enjeu pour la puissance française ? Pour répondre à cette question, on verra pour commencer quels sont les atouts géostratégiques dont bénéficie la France avec ses possessions maritimes, puis nous évoquerons ses atouts économiques et environnementaux avant d'examiner les défis auxquels elle doit faire face. Pour commencer donc, examinons le domaine maritime français à travers ses atouts géostratégiques. Des atouts géostratégiques qui sont notamment dus à l'étendue de ces espaces maritimes qui font de la France la deuxième ZEE au monde. Avec plus de 10 millions de kilomètres carrés, la France possède un vaste espace maritime réparti à travers le monde. Cette superficie représente 20 fois la superficie terrestre du pays et la place avantageusement dans la hiérarchie des puissances internationales en termes de possession maritime puisqu'elle apparaît au 2e rang mondial. Cette superficie maritime est largement due aux possessions ultramarines
de la France, puisque celle-ci représente près de 97% de ces zones économiques exclusives, bien que la métropole possède une ouverture sur l'Atlantique, la Méditerranée, la Manche et la mer du Nord. Ces possessions maritimes sont le résultat d'un héritage colonial qui assure une présence française sur tous les océans, à l'exception de l'océan Arctique. On trouve ainsi la France présente dans l'océan Indien, autour de la Réunion, de Mayotte, des îles Éparses. Plus au sud, elle est également présente dans l'océan Antarctique, avec les TAF, les terres australes et antarctiques françaises. Sa présence y est essentiellement assurée par des possessions insulaires, telles l'archipel Crozet, de Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam, mais elle est également présente sur le continent antarctique, en Terre Adélie. La France se trouve également possédant des territoires insulaires et maritimes au sein de l'océan Atlantique, que ce soit au nord, à proximité du Québec, avec Saint-Pierre et Miquelon, ou plus au sud, à travers ses possessions des Antilles, et bien sûr également les côtes au large de la Guyane. Et enfin, la France est présente largement dans l'océan Pacifique, à travers la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, mais aussi l'îlot de Clipperton et les espaces de la Polynésie française. Cette présence française dans le Pacifique en fait incontestablement une puissance locale, puisque ces territoires maritimes y sont très étendus, la Polynésie française représentant à elle seule près de 5 millions de kilomètres carrés de ZEE, 4,7 millions pour être précis, auquel il faut bien sûr ajouter ceux de la Nouvelle-Calédonie. On mesure sur ce graphique que les zones économiques exclusives françaises dépendent largement des territoires ultramarins et en particulier de la zone Pacifique, où la Polynésie française représente quasiment la moitié des ZEE nationales, mais où aussi la Nouvelle-Calédonie y est présente, d'où l'intérêt français de voir ce territoire rester dans le giron national et ne pas accéder à l'indépendance possible à travers les accords qui ont été signés. Comme bien d'autres États dans le monde, la France cherche à étendre sa ZEE en s'appuyant sur le droit maritime international qui a été élaboré en 1982 lors de la conférence de Montego Bay. La France a ainsi demandé des extensions de sa ZEE où cela est possible, c'est-à-dire là où le plateau continental s'étend au-delà des 200 000 marins qui ont été mis en place comme limite à ces zones économiques exclusives. En 2015, le Tribunal international pour le droit de la mer, le TIBM, dépendant de l'ONU et siégeant à Hambourg, lui a ainsi accordé l'exploitation du sol et du sous-sol marin sur 579 000 km autour de la Guyane, des Antilles, de l'ouest de la Nouvelle-Calédonie, des Kerguelen, et d'autres dossiers sont actuellement à l'étude pour 1 million de km² supplémentaires, notamment autour de la Polynésie. Mais cette volonté d'extension des ZEE de la France est source de tensions. La souveraineté française est parfois disputée, particulièrement pour des îlots peu ou pas habités, comme c'est le cas autour des îles Éparses, revendiquées à la fois par les Comores, Madagascar et l'île Maurice. Refusant de faire appel à la justice internationale, la France et Madagascar ont mis en place une commission mixte chargée des négociations, mais la tension reste latente et elle peut être animée au moindre geste diplomatique, comme en 2019 lors de la visite d'Emmanuel Macron aux îles Glorieuses qui se trouvent ici, comme vous le voyez, au nord de Madagascar, à proximité des Comores. Ainsi, malgré la réalité des actions diplomatiques menées, la France semble avant tout soucieuse de préserver ses territoires au sein de son espace maritime. D'autres territoires maritimes peuvent être l'objet de tensions, de litiges frontaliers avec d'autres États,
comme c'est le cas dans le nord de l'Atlantique pour les îles de Saint-Pierre et Miquelon, où on peut potentiellement trouver la présence de quelques hydrocarbures, mais qui est surtout une zone de pêche importante. C'est également le cas de l'îlot de Clipperton que le Mexique revendique, ce qui a donné lieu là aussi à certains accords, notamment pour permettre la présence de navires de pêche mexicains. Alors, cette présence maritime planétaire est un atout pour la France incontestablement, notamment d'un point de vue géostratégique, puisque cela lui offre la capacité d'être présent un peu partout à travers le monde, à travers des points d'appui militaires, dont la France peut se servir pour ses capacités de projection. Alors, elle dispose ainsi de nombreuses bases navales, comme on peut le voir sur ce document, en France métropolitaine, bien sûr, avec 3 bases principales à Cherbourg, Brest, donc avec une ouverture sur l'Atlantique. Et ici, nous pouvons apercevoir la base militaire donc de Cherbourg, puis celle de Brest. Et puis donc, traditionnellement, la France dispose également d'un point d'appui militaire sur la Méditerranée à travers la base de Toulon. Mais cette capacité navale française s'appuie bien sûr sur ces points d'appui dans les territoires ultramarins comme Saint-Pierre et Miquelon, les Antilles, la Polynésie française, également Mayotte, la Réunion et enfin la Nouvelle-Calédonie. La France dispose également de bases navales à l'étranger, les 2 principales étant celle d'Abu Dhabi dans les Émirats Arabes Unis et celle de Djibouti. Nous pouvons d'ailleurs nous apercevoir que ces 2 bases permettent un accès au Moyen-Orient qui est évidemment une région qui possède un fort enjeu géostratégique pour la France. D'autres points d'appui navals peuvent se trouver également du côté de Dakar au Sénégal, voire en Côte d'Ivoire. L'arsenal militaire dont dispose la France, par ailleurs, est un arsenal diversifié. La France possède en permanence 40 à 50 navires en mer, dont un porte-avions, associé à des avions, hélicoptères et satellites. Le tout servi par 41 000 marins. Et cette capacité de projection militaire à travers le monde est évidemment un élément important pour soutenir le hard power de la France, c'est-à-dire cette capacité à imposer sa puissance, si nécessaire, par la force militaire. Sachant que la France utilise ses capacités militaires à différentes fins, et à travers différentes missions auxquelles elle participe à travers le monde. Il s'agit notamment de lutter contre la piraterie à travers une participation à l'opération Atalante avec l'Union européenne au large de la Corne de l'Afrique, mais aussi l'opération Corimbe du côté du golfe de Guinée cette fois, qui est également une opération visant à lutter contre la piraterie, mais aussi contre la pêche illégale. Outre ces opérations, il faut également évoquer la participation à l'opération de lutte contre le trafic illicite et au financement des activités terroristes dans l'océan Indien, la lutte contre les passeurs clandestins en Méditerranée à travers la participation à l'opération Sophia, elle aussi une opération européenne. Et puis, bien sûr, il faut ajouter que cette capacité navale est un point d'appui indispensable pour des interventions terrestres depuis la mer. C'est ainsi que la France participe à l'opération Chamal du côté de la Syrie et de l'Irak actuellement. La France dispose également, à travers ses capacités navales, d'une force de dissuasion nucléaire à travers la possession de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Et à ce niveau-là, elle se situe au 4e rang mondial, à égalité avec
Les Britanniques, sachant que cette force militaire peut être également utilisée lors d'opérations humanitaires. Ce fut le cas par exemple lors du cyclone Idai qui a dévasté le Mozambique en 2019, où donc les forces navales ont permis le débarquement de l'aide humanitaire. Mais cette aide humanitaire elle peut tout aussi bien être déclarée suite à des catastrophes technologiques, comme cela s'est passé récemment au Liban. Et là aussi, la marine a été mise à profit pour débarquer de l'aide humanitaire à Beyrouth. Alors, les mers et les océans sont donc au cœur d'enjeux géostratégiques pour la France, nous le voyons, et ils le sont d'autant plus que ces espaces maritimes sont aujourd'hui au cœur d'enjeux économiques et environnementaux. Les routes maritimes étant au cœur de la mondialisation, on vient de le voir, leur contrôle, leur sécurisation est un enjeu important pour les forces militaires, mais ces espaces maritimes sont également eux-mêmes riches en ressources que les différentes puissances mondiales cherchent à exploiter ou à préserver. Alors on trouve bien sûr les traditionnelles ressources halieutiques, les ressources liées à la pêche. On notera que l'essentiel de ces ressources halieutiques sont exploitées à proximité des littoraux de la métropole. Alors, la France peut également compter sur la présence de ressources minérales et notamment de terres rares qui ne sont pas nécessairement encore aujourd'hui exploitées mais qui sont connues, comme autour par exemple de l'atoll de Clipperton. Et ces différents nodules polymétalliques peuvent être un enjeu à l'avenir car elles sont utilisées pour la confection de nombreux objets technologiques. On peut penser notamment aux smartphones. Par ailleurs, la possession de ces espaces maritimes peut également être un atout pour le développement des énergies marines renouvelables, les EMR. Un certain nombre de projets existent ainsi pour exploiter la force des vents à travers un parc éolien fixe et flottant qui est actuellement en projet, et des fabrications d'éoliennes avec des mises en service à l'horizon 2022 notamment. Mais on voit apparaître également la volonté d'exploiter d'autres EMR comme des projets pour exploiter l'énergie fournie par les courants marins avec des hydroliennes, ou également la houle avec une plateforme utilisant l'énergie des vagues, même si dans l'ensemble nous voyons cette volonté d'exploiter les EMR est essentiellement à l'état de projet. Alors, pour ce qui est du développement de l'exploitation des hydrocarbures, la France possède quelques exploitations offshore au large de la Guyane, des îles éparses, mais globalement, les ressources qu'elle possède, malgré l'étendue de ces espaces maritimes, sont limitées. Et il a même été décidé d'abandonner à terme l'exploitation des ressources d'hydrocarbures qui devrait s'arrêter d'ici 2040. Et ce, dans une optique notamment de préservation de l'environnement. La biodiversité est d'ailleurs un élément à préserver et à valoriser. La France possède ainsi en mer d'Iroise le plus grand champ d'algues européen au sein d'un parc naturel. Ailleurs, dans les territoires ultramarins, elle bénéficie dans l'archipel Crozet des plus importantes populations de manchots royaux du monde. Cet archipel se trouvant à proximité de l'Antarctique, au sein des TAF. La France également, en dehors de cette population de manchots, possède avec la Nouvelle-Calédonie le deuxième récif corallien au monde. Celui-ci s'étend sur 1600 km et non loin de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, quant à elle, concentre 20% des atolls coralliens mondiaux. Alors bien sûr, cette ressource est à préserver pour préserver l'environnement, mais elle peut être aussi à valoriser à travers
le tourisme, et notamment le tourisme de croisière en plein essor actuellement, qui touche également des espaces maritimes français, en Polynésie, où le tourisme de croisière génère actuellement 25% des recettes, ou aux Antilles. Dans les deux cas, il s'agit essentiellement d'une clientèle américaine, même si l'activité touristique liée aux croisières tend à se développer également en France. Nous avons donc vu que les territoires maritimes étaient pour la France un enjeu à la fois économique et environnemental. Et en termes d'environnement, il convient de mettre en œuvre des politiques visant à protéger ces espaces fragiles. Afin de protéger les espaces maritimes, la France développe donc des plans d'action pour répondre aux enjeux environnementaux marins. Au sein des espaces maritimes français, de nombreux espaces apparaissent en effet à protéger. Ainsi, 10% des récifs coralliens se trouvent dans la zone économique exclusive française, 20% des atolls de la planète et près de 10% de la diversité mondiale des espèces marines est présente outre-mer. Afin de protéger cette biodiversité, la France a adopté et mis en place de nombreuses AMP, des aires marines protégées, 546 qui couvrent actuellement 23,5% des eaux françaises. Et nous pouvons constater que ce réseau est en progression constante. Dans ces espaces, l'Agence française pour la biodiversité coordonne la protection et la restauration de la biodiversité en encadrant les activités humaines comme le tourisme ou l'exploitation des ressources qui sont encadrées. Ainsi, l'interdiction de certains outils de pêche, des missions d'exploration scientifique, etc. Alors, on trouve ces AMP un peu partout dans les zones économiques exclusives françaises, notamment du côté de la Nouvelle-Calédonie, avec le parc de la mer de Corail. Avec 1,3 million de kilomètres carrés, elle fait partie des plus vastes zones protégées au monde et est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors on retrouve aussi cette volonté de protéger les espaces maritimes du côté de la France métropolitaine, avec par exemple en Méditerranée le parc naturel marin du golfe du Lion qui s'étend sur plus de 100 kilomètres de côte. Et la France est ainsi un pays qui cherche à protéger son environnement sur le plan maritime. C'est le 4e pays au monde par l'étendue de ses récifs coralliens et c'est aussi l'un des fondateurs de l'ICRI, l'International Coral Reef Initiative, visant à ralentir la dégradation des écosystèmes marins riches de nombreuses ressources halieutiques. Alors, ne nous y trompons pas, cette volonté de préserver l'environnement participe aussi à la puissance française, notamment sur le plan de son soft power, et la France qui est ainsi présente dans une série de programmes scientifiques, ainsi la Fondation Tara Océan qui étudie le changement climatique et la préservation de la biodiversité marine. Elle participe à plusieurs conventions internationales pour protéger la biodiversité, mais cette argument écologique peut aussi être employé pour renforcer sa souveraineté dans des espaces revendiqués par d'autres États. C'est le cas autour des îles éparses avec la création d'aires marines protégées qui aident à entériner sa souveraineté sur cet espace revendiqué par les États voisins. Donc les espaces maritimes français sont véritablement un atout pour sa puissance, que ce soit d'un point de vue géostratégique, mais également en fonction des enjeux économiques et environnementaux. Pour autant, des défis restent à relever pour que la France puisse être considérée comme une économie maritime complète, et notamment au niveau de son économie qui reste modeste. La France possède de réelles compétences pour valoriser son économie maritime. Pour autant, économie maritime qui va ici représenter plus de 800 000 emplois en France actuellement, que ce soit dans les secteurs traditionnels comme la construction navale, la pêche, l'aquaculture, ou dans des secteurs plus récents comme les biotechnologies marines, le développement des EMR. Et pour cela, la France possède des atouts scientifiques.
Elle possède ainsi 4 des 30 premières universités océanographiques mondiales, ce qui la place au 2e rang, loin derrière les États-Unis, certes. Et elle peut donc valoriser ses atouts scientifiques dans une économie maritime. Et pour autant, celle-ci reste bien modeste dans le pays. D'après l'Ifremer, elle ne représente que 1,5% du PIB français et 2% de l'emploi national. Par ailleurs, la place de la France dans la navigation internationale apparaît faible et également déclinante. On comptabilise ainsi 407 navires de commerce sous pavillon français en 2019, ce qui la place au 12e rang européen et au 30e rang mondial. Alors ces chiffres qui doivent cependant être nuancés par la pratique des pavillons de complaisance à laquelle n'échappent pas les armateurs français qui immatriculent donc leurs navires sous d'autres pavillons nationaux afin de bénéficier de privilèges fiscaux, sociaux et également environnementaux. Alors la France possède néanmoins un atout à travers la CMA-CGM, multinationale qui fait partie des 4 plus grosses compagnies maritimes au monde et qui est très largement présente sur les routes maritimes internationales. Donc cette compagnie qui possède son siège social à Marseille, on le voit, est présent dans plus des 3/4 des États à travers le monde. Les navires de la compagnie étant ainsi présents sur les différentes lignes maritimes intercontinentales qui relient le réseau des terminaux de la CMA-CGM, passant notamment par la route majeure qui relie Asie et Europe. C'est donc une multinationale, c'est-à-dire une firme en l'occurrence qui intègre de très nombreuses compagnies, que ce soit des compagnies liées au transport maritime, aux infrastructures portuaires, aux activités logistiques et de transport. Et c'est donc un atout incontestable de puissance économique pour une économie maritime française qui présente néanmoins des faiblesses, et des faiblesses qu'on va retrouver au niveau des infrastructures portuaires, puisque la France n'apparaît qu'au 8e rang européen pour le trafic des conteneurs par lequel s'effectue la majorité des échanges internationaux aujourd'hui, du fait du développement du transport multimodal et de la conteneurisation. Et si les ports français sont connectés avec l'ensemble des continents, ils échangent en priorité avec des ports européens, 36% de leur trafic, Le Havre étant le premier port français pour le trafic des conteneurs, mais seulement le 11e européen, et dans le monde, il n'occupe que la 60e place pour le trafic des conteneurs, alors qu'il était encore 44e en 2008, sa place apparaissant ainsi clairement déclinante. Alors néanmoins, dans le cadre d'une volonté de s'adapter à ce contexte de mondialisation, des investissements sont réalisés pour mieux connecter ces ports avec leur hinterland et pour aussi augmenter leur capacité d'accueil. Ainsi, l'aménagement d'eau profonde pour les porte-conteneurs géants réalisé en 2006 au Havre, ou la mise en place d'un terminal multimodal et le projet de prolongement du Grand Canal afin de renforcer la connectivité de ce port avec son hinterland, c'est-à-dire avec son arrière. Alors on notera également une volonté de diversifier les activités portuaires avec la modernisation du terminal croisière qui pouvait accueillir 400 000 passagers, qui a accueilli 400 000 passagers en 2019. Donc une volonté affichée en tout cas de faire face aux défis pour l'économie maritime française, et ces défis on va les retrouver aussi bien pour l'économie que pour l'environnement, comme nous allons maintenant en parler. Les enjeux environnementaux liés aux espaces maritimes relèvent en effet également d'un défi économique
pour les puissances maritimes, défi que la France ne relève finalement qu'en partie, comme nous allons le montrer. Les ressources maritimes renouvelables apparaissent finalement très peu exploitées aujourd'hui en France, ne représentant que 0,1% de l'énergie produite en France, qui reste très largement dépendante du nucléaire, bien que la France ait été pionnière en la matière, notamment avec l'ouverture en 1966 d'une usine marémotrice sur la Rance, près de Saint-Malo, qui ici bénéficie de la force donc de la marée à des fins de production d'électricité. Mais depuis, force est de constater que les énergies marines renouvelables ne se sont que peu développées. Début 2020, aucun parc éolien n'est en exploitation. Seulement 2 turbines sont en expérimentation au large des côtes bretonnes. La filière de l'hydrolien marin est délaissée. Et la France apparaît ainsi au 10e rang européen, comme vous voyez sur ce tableau, de l'éolien marin en Europe, très loin des pionniers que sont le Royaume-Uni, l'Allemagne ou encore le Danemark. Elle ne disposera a priori d'un parc éolien marin compétitif pas avant 2022. Le secteur des EMR fait également face à des conflits d'usage, notamment avec la pêche, qui limite sa capacité à s'installer sur des espaces qui sont déjà exploités par d'autres activités, comme on le voit ici à travers la campagne des pêcheurs de Saint-Brieuc face au projet de l'éolien marin. Cette filière de la pêche étant elle-même en difficulté en France. On le mesure ici à l'évolution du nombre de navires, des navires qui sont de moins en moins nombreux, mais aussi de plus en plus gros, puisqu'on note que les petits navires et les moyens navires tendent à diminuer, alors que les navires supérieurs à 24 mètres, eux, se maintiennent globalement. Et au final, l'évolution de la pêche en France apparaît extrêmement négative, puisque de 1975 à 2017, on enregistre une diminution de 25% des captures, tandis qu'elles ont tendance à augmenter à l'échelle mondiale, de plus 77%. Donc une filière déclinante qui se heurte par ailleurs à la pêche illégale dans les eaux de la Réunion ou encore à la limitation de l'accès aux eaux britanniques suite au Brexit. Alors, il faut enfin évoquer les problèmes environnementaux que connaissent les espaces maritimes français, à commencer par la disparition de certaines espèces, comme la population des manchots de Crozet qui ne disparaît peut-être pas, mais qui a fondu de 88% en 35 ans, et malgré la volonté de préserver des espaces maritimes, ceci n'échappe pas aux problèmes environnementaux globaux, tels la pollution par les matières plastiques, cette prolifération des déchets plastiques que l'on connaît dans les océans et qui n'épargne pas les espaces maritimes et donc les côtes françaises, à l'image ici de cet atoll de Clipperton, qui est peuplé, comme tous les espaces délaissés par l'homme, de très nombreuses matières plastiques qui se concentrent au sein des océans, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Donc une volonté affichée de préserver les espaces maritimes et de tirer profit des énergies renouvelables qui ne se matérialisent pas totalement dans la réalité. Autre élément à évoquer, la puissance militaire de la France semble, dans un contexte géopolitique particulier, fragile et également déclinante, comme nous allons essayer de le démontrer. Les espaces maritimes sont actuellement au cœur d'enjeux stratégiques internationaux, dans forte remilitarisation, et la France y dispose d'une capacité de projection, certes, mais elle est réduite si on la compare notamment aux États-Unis, mais aussi au développement de la marine chinoise ou même de la marine russe. Ce secteur naval apparaît finalement relativement
déclinant, et même si l'on se projette dans l'avenir, on voit ici que les projets français en termes de construction navale existent, mais ils apparaissent bien moins importants finalement quantitativement que d'autres pays, des puissances émergentes comme la Chine bien sûr, mais aussi l'Inde. Les capacités navales de la France sont en baisse. Ses effectifs ont diminué de 20% en 10 ans. Le nombre de bâtiments de combat et de soutien, lui aussi, apparaît déclinant. L'absence d'un deuxième porte-avions et la diminution du nombre de navires combat limitent les capacités d'action de la France, bien que celle-ci cherche à jouer un rôle plus important sur les mers et les océans. La puissance navale française est donc très loin des puissances mondiales comme les États-Unis, la Chine et la Russie, et fait face également à l'émergence de certaines puissances comme l'Inde, mais aussi la Corée du Sud ou la Turquie. Pour conclure sur cette puissance maritime française, nous allons donc essayer de synthétiser la réponse à cette question: pourquoi les mers et les océans constituent-ils un enjeu pour la puissance française? Et nous l'avons vu, la France possède avec ses espaces maritimes de nombreux atouts pour être une puissance maritime, une vaste ZEE, des points d'appui dispersés à la surface de la planète, de nombreuses ressources également, autant d'atouts qu'elle cherche à valoriser, et pour autant cette puissance maritime française connaît des fragilités et des retards. Certains espaces de sa ZEE sont contestés, les ports français ont du mal à être compétitifs dans le cadre de la mondialisation, les ressources renouvelables sont finalement peu exploitées, et la capacité maritime de la France apparaît réduite. Alors des efforts sont entrepris, sont déployés afin d'être une puissance maritime complète, et afin de rivaliser également avec les autres puissances dans le cadre de ces concurrences croissantes. Pour autant, finalement, se pose quand même cette question de savoir si la France doit nécessairement se destiner à être une puissance internationale qui vise à prioritairement mettre en avant ses propres intérêts, ou bien si finalement il n'est pas temps de passer à d'autres logiques, d'autres logiques qui amènent à mutualiser les efforts de défense, à les mutualiser au sein de l'Union européenne, mais aussi à les mutualiser au sein d'une coopération internationale plus forte. Faut-il finalement que les espaces maritimes ne soient que le théâtre de rivalité entre les puissances, ou faut-il au contraire qu'une coopération internationale s'y développe, qui mette fin à ce qui finalement est un péril pour l'humanité, à savoir ces conflits entre puissances? Et certes, si les espaces maritimes sont aujourd'hui toujours au cœur de ces affrontements, on peut aussi noter que de nombreuses coopérations internationales s'y mettent en place, notamment dans la lutte contre la piraterie, où apparaissent aussi bien les marines européennes que la marine états-unienne, ou encore la marine chinoise. Donc une coopération internationale peut aussi être une perspective à laquelle la France prenne part.